Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Développée pendant la Grande Guerre, l'hydrogénation du charbon n'est pas encore à ce moment-là une méthode assez aboutie pour sauver l'Allemagne de la pénurie pétrolière qui la pousse à la défaite, je vous en ai parlé. Mais au lendemain de la guerre, la Royal Dutch Shell introduit suffisamment de fonds pour permettre au pays de reconstruire plusieurs grosses usines d'ammoniac. Dès 1931, IG Farben peut ainsi produire jusqu'à 2,5 millions de barils de carburant de synthèse. L'industrie pétrolière est donc en danger. C'est à partir de là que, entre idéaux eugéniques et préoccupations économiques, vous avez une collaboration secrète, puissante, qui va naître entre la Standard Oil of New Jersey et IG Farben. Dans l'ombre, l'industrie pétrolière américaine soutient maintenant la plus grosse compagnie allemande et va par la même occasion financer la politique impérialiste des nazis. En effet, les usines d'hydrogénation constituent tout simplement la pierre angulaire des projets d'Hitler. Parce que le Führer n'a pas oublié l'erreur fatale que l'Allemagne a commise pendant la Première Guerre mondiale. Il est donc bien décidé à s'assurer cette fois un accès direct et surtout suffisant au carburant avant de lancer de nouvelles hostilités. Puisque le pétrole, qu'il soit naturel ou artificiel, est l'élément essentiel de la victoire, s'en procurer forme la préoccupation première de tout homme politique qui chercherait à étendre son autorité sur des nations environnantes. C'est donc en novembre 1932 que tout a commencé. L'Allemagne a été frappée, vous savez, de plein fouet par la Grande Dépression. IG Farben n'a pas été épargné. En grande difficulté, l'entreprise carbochimique n'a pas eu d'autre option que d'abandonner son programme de production de carburant synthétique pour survivre tout simplement à la crise. Sauf que, par miracle, le Parti national-socialiste, ayant obtenu au même moment des scores inespérés aux élections législatives allemandes, propulsant les nouveaux arrivants aux portes du pouvoir politique, il est devenu hors de question pour IG Farben de laisser passer cette opportunité. Et vous avez deux émissaires de la compagnie qui vont se rendre immédiatement à la rencontre d'Hitler. Leur but, c'est sonder les intentions de l'interlocuteur envers l'industrie chimique allemande. En fait, si Hitler peut leur promettre des aides conséquentes au développement de la firme, IG Farben s'engage en échange à le soutenir vigoureusement, entendez par là avec de l'argent, et abondamment donc dans sa campagne. Heureusement, Hitler a déjà prévu de chouchouter les usines d'hydrogénation du pays, et vous avez un accord fructueux qui est passé entre l'homme politique allemand et la compagnie carbochimique, et l'année suivante, alors qu'Hitler devient chancelier, il fixe les prix et les niveaux de vente du carburant synthétique pour les prochaines années. IG Farben est rassuré, avec de telles mesures, sa production est assurée suffisamment longtemps pour lui permettre d'investir dans le développement de nouveaux procédés, magie du lobbying. Et c'est comme ça que la firme sort de son chapeau une nouvelle merveille, le caoutchouc de synthèse. Et il était temps, parce que jusque-là, le pays était dépendant effectivement de la plante d'EVA, récoltée dans des plantations thaïlandaises, indonésiennes ou malaisiennes. Sauf que, alors que le Führer prévoit de faire de l'Allemagne une véritable nation sur roue, les plantations d'EVA s'appauvrissent de jour en jour. Et sans l'arrivée du caoutchouc synthétique, le pays aurait dû renoncer à ses plans de modernité et l'industrie Volkswagen, par exemple, n'aurait jamais pu connaître l'ascension fulgurante qu'elle a expérimentée. Plus tard, ce nouveau mélange de chaux, eau et charbon gazéifié va permettre à IG Farben de fournir tout le matériel de guerre nécessaire à l'armée allemande. Le constat est de toute façon clair, sans le caoutchouc et l'essence synthétique, les explosifs, le méthanol, le nitrate et les autres produits confectionnés par la compagnie, l'Allemagne n'aurait jamais pu conduire une guerre d'agression comme celle qu'elle a entreprise à partir de 1929. Dès 1933, l'industrie chimique devient donc une priorité pour le chancelier. IG Farben, elle, se nazifie, évidemment, presque instantanément, alors que les cadres juifs, eux, sont écartés de leurs fonctions et que la compagnie est promue au rang d'institution gouvernementale du Troisième Reich. Lorsqu'elle rentre en guerre, l'Allemagne a la chance de profiter de 7 usines d'hydrogénation déjà en activité, de 11 autres usines en construction et d'une technique surtout aboutie permettant de transformer le charbon en carburant. Ces complexes industriels vont fournir la majorité de l'essence de bonne qualité utilisée durant la guerre par la Luftwaffe, l'aviation militaire allemande. Le seul problème, c'est que ces méthodes ne sont pas sans défaut. Si les procédés d'Haber-Bosch et de l'hydrogénation sont efficaces, ils pèchent sur leur rendement. Effectivement, afin de transformer du charbon, il faut d'abord le faire chauffer ou le porter à haute pression avec quoi ? Avec du charbon. Et l'investissement
en matière première des usines carbochimiques allemandes est donc extrêmement élevé, bien plus en tout cas que celui des complexes pétrochimiques américains qui ne nécessitent que des quantités minimes d'hydrocarbures pour accomplir la même manœuvre. Ce petit bémol, qui paraît être tout à fait innocent au premier abord, va causer finalement le déclin des forces du Troisième Reich, alors même que leur ultime objectif impérialiste était sur le point d'être atteint, mais je vais y revenir. D'après les mots de Mussolini lui-même, le fascisme, c'est la fusion du pouvoir de l'entreprise et de l'État, ou plus exactement, le lien qui les unit. Dans notre cas, IG Farben s'est bien allié au pouvoir politique et lui a permis de se renforcer. Mais le mariage le plus incongru, il faut le dire, reste celui quand même de la Jersey Standard avec la compagnie carbochimique nazie. L'ami de mon ami et mon ami. Un cartel entre la Jersey Standard et IG Farben est donc bien dans un sens l'union de la firme américaine avec le Troisième Reich. Et quand même, ça peut poser problème à cette époque-là. En 1938, alors que la saison estivale pointe le bout de son nez, la Luftwaffe se trouve dans une situation critique. L'Allemagne ne dispose plus que de quelques mois pour mener à bien son projet d'annexion des Sudètes. Une fois l'automne passé, elle ne disposera plus d'assez de plomb tétraéthyle pour continuer sereinement sa progression et faire face au conflit que son avancée a déclenché. IG Farben est immédiatement contacté par le ministère de l'Air allemand. 3 de ses hauts dirigeants partent en urgence, à Londres, pour une rencontre express avec une filiale de la Standard. La commande est simple, il faut à IG Farben 500 tonnes de plomb tétraéthyle. Heureusement pour eux, les Américains sont efficaces et la livraison ne tarde pas. En septembre 1939, le Troisième Reich est de nouveau en bonne position et se décide à envahir les Sudètes. Voilà donc un exemple parfait de la collaboration subtile entre la Standard Oil et le parti nazi. C'est effectivement quand même difficile de considérer la compagnie pétrolière ignorante quant aux affiliations d'IG Farben. Une telle commande ne pouvait, après tout, être utile qu'à l'armée allemande. Résultat, de l'autre côté de l'Atlantique, la Jersey Standard fait parler d'elle. La combine germano-états-unienne est exposée dans la presse et l'opinion publique crie au scandale. La compagnie pétrolière doit donc se justifier. Et en guise d'excuse, elle déclare coopérer avec les Allemands dans un intérêt, écoutez bien, patriotique. D'après elle, ces échanges avec IG Farben ont permis aux États-Unis de développer son industrie et ses techniques militaires comme jamais auparavant. Chez les Allemands, cependant, c'est un autre son de cloche qui se fait entendre. Le juriste du conseil d'administration d'IG Farben déclare d'ailleurs le 6 juin 1944, le fait que depuis le début de la guerre nous soyons capables de produire du plomb tétraéthyle est entièrement dû au fait que peu avant, les Américains nous en ont fourni les plans de production complétés de leur savoir-faire. Bref, la Standard Oil of New Jersey a bel et bien collaboré avec l'industrie allemande en faveur du régime nazi, et ce même dans le cas où ses intentions étaient avant tout patriotiques. Alors chacun se forgera son opinion sur la teneur morale d'une telle alliance. C'est pas à nous de dire c'est bien, c'est mal. Vous savez que nous, c'est pas notre rôle, encore une fois. En tout cas, voilà, vous avez les informations. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.